Ça c'est fini comme ça. La saga de science-fiction la plus incroyable de l'histoire se termine ici, sans qu'on puisse y faire grand chose. Avec cette dernière image, ce dernier regard, vers un univers qui a pourtant tant à offrir. Un potentiel immense, laissé en suspens. Un film en 94 qui a ouvert la porte à 3 séries et 2 téléfilms, avant de disparaître. Un pilier de la science-fiction qui tire sa révérence. Stargate, c'est une saga unique, validée par l'armée de l'air américaine pour un succès réaliste. Une histoire qui met l'accent sur la science et ses dérives, qui n'a jamais reculé devant les obstacles pour raconter une aventure. De la dilatation du temps au combat stellaire, en passant bien entendu par l'implosion d'une étoile. Ils ont vraiment fait exploser un soleil. Des scènes mémorables, des répliques légendaires. Mais nous avons aussi sauvé vos petites fesses grises des réplicateurs. Et maintenant, nous avons besoin d'aide. Je ne vous demande pas de changer le cours de leur développement culturel, mais de réparer leur saleté de soleil. Personne ne le saura. On dira rien. Oui, j'exagère peut-être un peu. Mais Stargate, c'est un monument de la SF, qu'on le veuille ou non, aux côtés de Star Trek et de Star Wars. Carter, d'ici je vois mon jardin. Elle a défini des codes sans jamais prendre ses spectateurs pour des idiots, mélangeant concepts réalistes et extrapolations audacieuses. Réinterprétant notre histoire sous un prisme inédit. Bon alors, c'est l'histoire romancée du mythe de la création babylonien. Dès 1994, Stargate, la porte des étoiles, nous plonge dans un concept simple et fascinant. Un anneau circulaire permettant de voyager instantanément à travers les étoiles, en entrant une adresse spécifique. Mais je vous laisse Daniel l'expliquer mieux que moi. Oui, pour déterminer une destination dans un espace tridimensionnel, il nous faut 6 points pour déterminer un lieu précis. 6 pour la destination, mais pour la trajectoire, il nous faut un point d'origine. Oui, sauf que... Ce sont ces coordonnées qui permettent de transporter nos héros dans un nouveau monde. Cette seule idée permet de bâtir un univers immense. Si le film reste limité à la planète désertique Abydos, il faudra attendre 3 ans pour voir Stargate renaître à la télévision, avec un nom que tout le monde connaît, Stargate SG1. Bon, si comme moi, en entendant les premières notes du générique, vous en ressentez une vague de nostalgie, alors cette série vous a marqué. Pour les autres, voici un bref résumé. Après 3 ans d'inactivité, la porte est rouverte par le grand méchant du nom de Apophis. Et pour éliminer la menace, l'Air Force crée le SGC sous la montagne Cheyenne, où la porte est placée depuis son rapatriement aux USA. Et l'équipe phare pour l'exploration est l'équipe SG1. Le principe est simple, chaque épisode nous emmène sur une nouvelle planète, nous présente un nouveau peuple, un ennemi ou un allié, et nous plonge dans la situation périlleuse. SG1 doit se débrouiller pour survivre et repartir indemne. Bien que la série soit découpée en épisodes indépendants, elle conserve un fil rouge puissant tout au long de l'aventure, qui est la menace Goa'uld. Les Goa'uld sont l'ennemi ultime des premières saisons. Ces parasites en forme de serpent s'introduisant dans le corps humain, en prenant le contrôle total. Leur arrogance, leur ego surdimensionné et leur prétention à être des dieux en font des antagonismes mémorables. Apophis, Chronos, Hathor, Osiris, Anubis. Chacun d'eux plus terrifiant que le précédent. Ra, le premier grand maître, meurt spectaculairement dans le film de 94, ce qui causera tous les événements de la série et l'arrivée de SG1. Chacun semble invincible, mais aucun ne résiste longtemps à la ténacité de SG1. Les Togara, une faction de Goa'uld gentils, viennent prêter main forte, mais c'est l'intervention des Terriens qui vient tout bouleverser. Stargate, c'est aussi beaucoup de politique, sachant que seuls les US ont la porte des étoiles et peuvent l'utiliser. Quand les autres pays la prennent, ils veulent aussi une part du gâteau, et les Russes, eux, ont carrément eux aussi une porte des étoiles, ce qui cause pas mal de problèmes entre les deux. Si je vous demande quoi, et que vous dites c'est confidentiel, je vais voir rouge. Mais la plus grande menace est interprétée par Kinsey, qui veut au début enterrer le programme, par peur de la porte et en prétextant une coupure budgétaire, et au fil du temps, il veut que la contrôler, sachant qu'elle est devenue indispensable.
en créant une agence civile pour forcer l'Air Force à leur céder leur programme. Mais nous avons toutes les raisons de croire que les Goa'uld sont sur le point d'attaquer en force avec leurs vaisseaux. Eh bien, je crois qu'ils regretteront de s'attaquer à la défense des États-Unis. Mais c'est pas vrai. Bien sûr, il suffira simplement d'infiltrer un virus dans leur vaisseau spatial. Et à la fin, mettre un civil en tant que chef du SGC, dans le meilleur épisode de la série, le climax de cette aventure, avec la Cité perdue. Je savais que le personnel de la base n'allait pas m'accueillir à bras ouverts. Hammond est exceptionnel et le remplacer ne sera pas facile. Dans tout Stargate, on a toujours cette rivalité entre les militaires et les civils. L'Air Force, ici en l'occurrence, et les civilistes, donc le NID. C'est une lutte de pouvoir qui atteindra son point de rupture, bien plus tard dans la série. Commandant Thor, je me présente, je suis... Sénateur Kinsey. O'Neill voudrait que nous vous abandonnions sur une planète isolée en raison de votre malhonnêteté. Mais je pense que cette menace avait une vocation humoristique. Oui, c'est possible, commandant, mais quoi qu'il en soit... Commandant suprême. Ce qui rend Stargate SG-1 exceptionnel, c'est sa cohérence scientifique. Chaque nouvelle avancée technologique se construit progressivement. Le fonctionnement de la porte, la règle des 38 minutes, la connexion avec un trou noir qui vient tout changer. L'évolution des générateurs, la miniaturisation des sources d'énergie, l'adaptation progressive des vaisseaux humains. Tout est pensé avec intelligence, conservant une approche crédible, tout en prenant des libertés. L'évolution des vaisseaux illustre parfaitement cette progression. Du prototype maladroit du F301, mélangeant les technologies aliens et humaines, au F302 bien plus abouti. Oh, là je suis gâté. C'est ce que j'espérais voir. Jusqu'au Prométhée, le 300. Premier vaisseau à grande échelle. Et enfin, le vaisseau ultime, le 304. Produit en série, la science est toujours au cœur de l'histoire, respectant au mieux les lois de la thermodynamique. L'ultime victoire se déroule à la fin de la saison 8. Les Goa'uld sont vaincus, les peuples libérés. Le dernier plan nous montre SG-1 profitant enfin d'un moment de paix. Une partie de pêche bien méritée, une fin parfaite. Mais Stargate, c'est aussi et surtout son équipe. Il est temps qu'on les présente. Jack O'Neill, c'est le leader charismatique, fin stratège sous son rôle de comique. À quoi est-ce que vous jouez? On ne m'interrompt pas en plein milieu de mon swing! À prendre des décisions, préférant parfois ne pas prendre de risques en faisant tout sauter. Mais profondément attachant, sachant qu'il a perdu son fils. Daniel Jackson, c'est l'archéologue idéaliste, en quête de vérité et de justice. Son combat personnel pour retrouver sa femme le pousse à travers l'univers, révélant des mystères enfuis, préférant la diplomatie à la confrontation directe, mais sachant se battre si cela s'avère nécessaire. Samantha Carter, c'est la scientifique brillante, passant de capitaine à lieutenant-colonel, incarnant sa soif de découverte et l'esprit logique que font avancer les connaissances humaines. Une série de tests afin d'étudier les taux résiduels de Naquadah après combustion dans un réacteur. C'est tout à fait surprenant parce que contrairement au plutonium, le Naquadah a des taux de... Teal'c, c'est le guerrier Jaffa, symbole de la résistance contre l'oppression Goa'uld, cherchant à libérer son peuple et protéger sa famille. Aidez-moi. Bien d'autres ont dit cela. Et vous êtes le premier que je crois. Pour ne plus se faire aveugler et manipuler par ceux qui considéraient comme des dieux. C'est personnellement la relation entre Daniel et Jack qui est la plus intéressante. Déjà dans le film de 94 avec une amitié solide qui se construisait durant tout le long du film. Et ensuite prendre leur complicité et surtout leur désaccord. Car oui, Daniel c'est un idéaliste qui tentera le tout pour sauver tout le monde. À l'exact inverse de Jack qui tentera de sauver son équipe en premier. Avec toujours la même réplique entre les deux. Jack. Daniel? Malgré le changement d'acteur et de ton, passant de sérieux à une comédie, c'est vraiment ces personnages qui vont devoir apprendre le plus de l'autre pour évoluer. Très bien. Si vous tenez à écrire votre article, je veux être certain qu'il n'y ait aucun oubli. C'est O'Neill, avec 2 L. Il y a un autre colonel O'Neill avec un seul L et il n'a aucun sens de l'humour. À travers leur évolution, leurs erreurs et leurs victoires, Stargate nous embarque dans une épopée fascinante. Avec SG-1 qui doit affronter des menaces de plus en plus redoutables. Les réplicateurs avec leur intelligence artificielle imparable. De petits crabes mécaniques aussi terrifiants que faciles, évoluant en même temps que notre équipe pour devenir plus complexes. Et les Ori, ennemis mystiques cherchant à imposer leur foi
à la galaxie. Mais pour bien comprendre d'où ils viennent, je dois vous dire qui régnait sur la galaxie avant tous les événements de la série. Loués soient les Ori. Loués soient les Ori. La galaxie était autrefois sous le contrôle de 4 grandes races, avant que les Goa'uld ne s'emparent du pouvoir. Chacun d'elles avait sa propre vision du progrès, sa philosophie et son empreinte sur l'univers. Les Asgard, ces petits aliens gris qui incarnaient le cliché absolu du visiteur extraterrestre. Grands yeux globuleux, crâne hypertrophié, corps frêle. Mais sous leur apparence fragile se cache la race la plus avancée technologiquement de la galaxie. Des vaisseaux indestructibles, une science dépassant l'entendement et un sens moral qui les pousse à protéger la civilisation moins évoluée. Les Nox, les pacifistes mystiques, en totale symbiose avec la nature, ne font aucune distinction entre les oppresseurs et les opprimés. Offrant le même respect et la même aide à tous. Leur technologie est invisible, leur savoir immense, mais ils refusent de l'utiliser pour la guerre. Leur credo, observer, préserver, et disparaître avant qu'on puisse les comprendre. Les Furlings, quant à eux, sont la race la plus mystérieuse de l'univers Stargate. Mentionnée comme une race majeure, mais jamais montrée à l'écran. Leur absence devient presque un running gag. O'Neill, fidèle à lui-même, joue de cette énigme dans le 200e épisode, les imaginant sous la forme absurde, pour mieux souligner qu'on ne saura sans doute jamais comment ils sont. Cette fois, ça ne va pas marcher. L'onde thermodynamique entre en résonance avec le noyau de la planète. Mais c'est jamais arrivé, ça. Et enfin, les anciens, les véritables architectes de l'univers Stargate. Ils étaient les plus avancés, créateurs des portes des étoiles et bâtisseurs de civilisations. Mais leur soif de progrès les a conduits à une ultime stade de leur évolution, l'ascension, abandonnant leur corps physique pour devenir des êtres de pure énergie, au point de transcender la matière. C'est difficile à comprendre. Je vous rappelle quand même qu'un état mental est en réalité un état physique. Vous devez savoir ça. Le cerveau n'est rien d'autre qu'un super ordinateur chimique. Enfin, pour faire court, ce que les simples mortels ont tendance à appeler le mystère de l'ascension n'est rien d'autre qu'un processus scientifique. Il s'agit de protons et d'électrons, juste de protons et d'électrons. Si vous le dites. Bon, Mais laissant derrière eux les bibliothèques, avec tout leur savoir. Mais tout cela n'était pas si simple. Une fois leur ascension réalisée, les anciens se sont divisés en deux factions. Ceux qui ont choisi d'observer et de ne jamais intervenir dans les affaires humaines, et ceux qui ont décidé de devenir des dieux, les Ori, cherchant à dominer la galaxie, en drainant l'énergie de leurs fidèles. Ces derniers sont la menace ultime, presque divine, intouchable, possédant des armées de fanatiques, prêts à convertir la Voie lactée par la force s'il le faut. Ils arrivent. Soumettez-vous ou vous mourrez. Voilà leur doctrine. Qu'est-ce qu'il dit ? Tous ceux qui font preuve de fierté et refusent de se soumettre seront balayés comme poussière au vent. Alors Tiaulus dit au peuple des hautes plaines, ne cherchez pas toujours la faute chez vos voisins, car c'est peut-être vous qui l'avez commise. La religion, c'est une part importante de l'univers. Car si les Goa'uld se font passer pour des dieux, il n'en est rien. Ce sont que des charlatans, qu'il faut juste tuer pour faire comprendre à leurs fidèles et qui commencent à se poser des questions. Alors que les Ori, ce sont des êtres qui n'ont pas de corps physique et qui manipulent les autres via les prêcheurs. Et c'est bien plus ce qu'on appelle des dieux dans notre société. Et la barrière se brise à se demander si ce seraient réellement des dieux. Daniel tentera d'argumenter contre les prêcheurs. Vous parlez bien, Daniel Jackson, de la planète Terre. Mais qu'est-ce qu'un dieu? Quelle puissance faut-il déployer pour mériter le respect et la vénération? Les Ori ont soigné cet homme. Il était infirme, mais à présent, il marche à nouveau. C'est grâce à leur connaissance qu'ils l'ont soigné. Nous avons des médicaments, des techniques qui donnent le même résultat. Tenez, cet appareil. Il a aussi le pouvoir de guérir. Quand on sait l'utiliser, on peut tout soigner, mais ce n'est pas de la magie. C'est de la technologie. De la technologie. Par contre, tuer quelqu'un parce qu'il refuse de vous vénérer, quels que soient vos pouvoirs, ça, c'est honteux. C'est même inacceptable. Mais au final, où commence la définition et où elle se termine? C'est la question que nous pose la série.
Et si on estime que les Ori sont des dieux, peut-on dire que les anciens en sont aussi, malgré leur inaction, alors que eux-mêmes ne veulent pas qu'on les appelle comme ça? Et si les Ori sont réellement des dieux, ont-ils le droit d'imposer leur foi à toute la galaxie? L'arrivée des Ori en saison 9 écrase tout ce que SG1 a pu accomplir jusque-là. Leur supériorité est immédiate et totale, rendant leur victoire précédente presque dérisoire. Ils se préparent à tirer. C'est parti. À toutes les batteries, ouvrez le feu. Et c'est là que Stargate excelle. Installer une puissance écrasante, impossible à vaincre, pour ensuite nous montrer qu'avec un peu de stratégie, de l'ingéniosité et un brin d'audace, même l'invincible peut être défié. Vous savez, eux là, Oui. ils risquent de nous poser des problèmes. Oui. On en a vu de belles, mais cette fois c'est pire. Belle, je dirais pas ça. Sauf pour cette chère Hathor. On a mené de dures batailles. Qu'on a toujours remportée. Oui, mais vous n'avez pas l'impression que c'est parce que quelqu'un nous a aidés. Je l'avouerai à personne d'autre, mais pour la première fois de ma vie, j'ai peur. Et moi j'ai faim. Moi aussi. Bon, on y va. Stargate, c'est pas mort avec la saison 10 et l'ultime combat contre les autres. Il perdure à travers son spin-off, qui nous fait quitter la Voie lactée pour nous emmener encore plus loin, au-delà de l'univers connu. Un seul voyage, et nous voilà sur la majestueuse cité d'Atlantis. Stargate Atlantis, c'est le digne héritier de SG1. Plus de budget, des enjeux plus vastes et surtout des ennemis encore plus terrifiants. Les Wraiths, c'est une espèce qui se nourrit des êtres humains pour survivre. Ce sont les seuls à avoir vaincu les anciens, les forçant à fuir vers la Terre, après une guerre qui les a brisés. Cette menace, c'est l'une des plus terrifiantes et les plus fascinantes de l'univers Stargate. Les Wraiths ne nous voient même pas comme une menace, seulement comme du bétail. Mais bien sûr, quand les Terriens débarquent, ils les réveillent tous, et la bataille commence. Les combats vont s'enchaîner, les alliances seront forgées puis trahies. Parmi les peuples rencontrés, il y en a un qui mérite une mention spéciale, les Jedi. En surface, ils passent pour de simples fermiers, pacifiques et sans grande technologie. Mais en réalité, ils se cachent une armée, une puissance nucléaire en développement et une ambition dévorante. Ils veulent Atlantis, ils veulent la technologie des anciens, et ils feront tout pour l'obtenir. Et pour vos efforts, j'épargnerai vos vies. C'est très généreux à vous. Mais Atlantis, c'est aussi de nouvelles avancées technologiques, notamment les E2PZ, extracteurs du potentiel du point zéro, capables d'alimenter toute la cité. Ce sont des générateurs qui en théorie pourraient exister, exploitant l'énergie du vide quantique comme source d'énergie infinie. Atlantis permet aussi d'apprendre le plus sur les anciens, leur influence sur cette galaxie et les vestiges qu'ils ont laissés derrière eux. Côté personnage, Atlantis reprend la dynamique de SG1, mais avec une équipe différente. On a Rodney McKay, mêlant arrogance, génie et maladresse sociale. On tirerait. Mais est-ce sans danger? Est-ce que je me porterais volontaire si ça ne l'était pas? Non. Ouais, McKay, c'est mon personnage préféré de la série. Puis en même temps, si vous êtes d'accord avec moi. Mais aussi on a Shepard, le leader, qui est comme O'Neill, est prêt à tout pour ses hommes. Teyla, c'est celle qui subit les Wraiths depuis bien trop longtemps, et qui rejoint Atlantis pour protéger son peuple, et utiliser le dernier rayon de soleil, offert par ses nouveaux amis, venus d'un autre monde. Et enfin Ronan, le solitaire qui a passé sa vie à courir, préférant utiliser ses muscles plutôt que sa tête, mais prêt à tout pour ses amis. Moi je comptais juste tout faire péter. Oh, naturellement. Cela dit, Atlantis reste fidèle à Stargate.
On y retrouve les intrigues captivantes, les affrontements épiques, les espoirs et les déceptions. Toujours ce gigantisme, toujours cette exploration des mystères de l'univers. Mais sans jamais aller plus loin. Ne prenant pas de risques. Introduisant des personnages comme la sœur de McKay et refaisant revenir d'autres comme ça. Mais il le fait bien. L'équipage, elle a dû perdre le système de téléportation. Les moteurs devenant critiques, elle a dû se dire qu'elle n'avait plus rien à perdre. Avec son dernier souffle, elle a détruit 3 des vaisseaux russes de Michael. Et nous avons enterré un autre cercueil vide. Et maintenant, nous allons aller encore plus loin. Là où les terriens n'auraient jamais dû aller. Là où ils n'auraient jamais dû mettre les pieds. Si loin de chez eux qu'on ne peut même pas se l'imaginer. Bienvenue dans Stargate Universe. Cette série, c'est pas Stargate. L'ambiance installée par les 2 présentes séries a totalement disparu. Ici, tout est différent. La photographie est plus sombre, la caméra à épaule renforce cette impression de chaos, le ton est sérieux et la comédie presque inexistante. Les personnages sont brisés, perdus à bord d'un vaisseau construit il y a des milliers d'années par les anciens, errant vers une destination inconnue. La série nous fait ressentir la solitude, la détresse d'un équipage livré à lui-même, incapable de rentrer chez lui. La première saison peine à convaincre. Trop lente, trop éloignée de Stargate classique, puis vient la deuxième, qui relève la barre, qui installe enfin les enjeux, qui nous montre la véritable potentiel de l'histoire. Ce n'est pas du Stargate, et pourtant, c'est peut-être la meilleure série de la saga. Car l'idée d'un vaisseau à la dérive, avec sur son bord des survivants cherchant désespérément un moyen de continuer, est brillante. L'univers s'agrandit, mais cette fois avec une approche différente. Les portes d'étoiles sont toujours là, mais elles sont primitives, à peine fonctionnelles. Ce n'est plus qu'une exploration de nouveaux mondes, avec une équipe bien préparée, non, mais une quête de survie, un combat contre l'inconnu. Et surtout, Universe nous plonge dans les origines des anciens. On y découvre pas seulement leur technologie, mais leur raison d'être, le mystère de leur avancée. Et ce vaisseau, Destiny, n'est pas juste une machine errante, il suit le chemin bien précis, un but bien plus grand que tout ce que SG1 et Atlantis ont pu vivre, une mission cosmique qui restera inachevée. Car Universe n'aura jamais réellement de fin. Son dernier épisode se referme sur Eddie, seul, regardant le vaisseau s'enfoncer dans un sommeil éternel. La dernière image de cette saga, l'équipage en stage, l'aventure s'arrêtant là. Pas de retour triomphal, pas de victoire éclatante. Juste un silence. Un adieu amer à une saga qui aujourd'hui est devenue légendaire. Alors peut-être que Stargate va se faire dépasser à l'avenir par une autre saga de science-fiction. Personnellement, la série la plus prometteuse est selon moi la meilleure du moment, avec Foundation. Mais elle pourrait aussi se faire détrôner par elle-même, avec Amazon qui a obtenu ses droits. Mais en la revoyant l'année dernière, j'en ai pas envie. La nostalgie que cette saga me procure est sans doute inégalable avec une nouvelle. Je me revois en haut des escaliers, à regarder Stargate en même temps que mon père, alors que j'aurais dû dormir. Toute cette aventure que je comprenais pas, mais que je voyais, qui m'ont poussé à prendre un carnet et à écrire une histoire sans queue ni tête. Et bien plus tard à sortir ces vidéos, pour enfin me prouver que j'étais capable de faire quelque chose qui pourrait enfin juste me plaire. Peut-être que j'extrapole en me disant que c'est Stargate qui m'a poussé dans la création, mais d'un autre côté, quand j'ai voulu faire un jeu interactif, c'est à Stargate que j'ai pensé en premier. Quand il s'agissait de créer une histoire, c'est Stargate que je prenais pour exemple. Et pour cette chaîne aussi, c'était pour faire une vidéo sur cette saga un jour. Et pourtant, il n'y a pas de fin. Stargate G1, c'est fini. Atlantis, on peut le dire aussi. Mais Universe reste potentiel inachevé. On ne saura jamais ce qu'il y avait au centre de notre univers, ce que les scénaristes avaient prévu. Et n'ayant aucune imagination, je peux même pas le concevoir. Quoi?
J'en sais rien. Hé. Où est-ce que vous allez? Je n'en ai aucune idée. Mais à tous ceux qui ont joué à Outer Wilds, je pense qu'on peut s'en douter. J'aime bien imaginer à la même fin que pour ce jeu, mais la chance, c'est qu'on peut tout imaginer maintenant. Que tout le monde dort et que le Vesto reste endormi jusqu'à un potentiel réveil. Alors merci. Merci Stargate. Merci à son showrunner Brad Wright et tous les autres. Merci à toutes les équipes. Merci à l'équipe de Stargate Network qui m'a permis de visiter le SGC, aller sur d'autres planètes. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo.